Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie donc d'animer cette table ronde sur le mouvement humain et les nouvelles possibilités offertes grâce à la biomécatronique, la bionique. Donc tout d'abord, je vais présenter rapidement le groupe Maxon qui invite ce panel d'experts. Donc Maxon est spécialiste du mouvement et de la motorisation de précision. Nous proposons et développons des systèmes motorisés ou des systèmes mécatroniques depuis plus de 60 ans, toute jeune entreprise. Nos produits sont utilisés dans des applications où il y a des forts niveaux d'exigence et où la qualité est essentielle. Voilà, donc pour donner quelques exemples, les pompes à insuline implantables, de la robotique industrielle, les rovers martiens Persévérance, Ingenuity, les hélicoptères, ou bien encore des prothèses et des exosquelettes. Donc vous l'aurez compris, chez Maxon, nous avons la chance de pouvoir échanger, phosphorer, collaborer sur des sujets très variés, très divers, et surtout avec des personnes de qualité, des passionnés, et voilà, qui sont souvent dans l'ombre de leurs projets ou de leurs institutions. Et c'est pour cela qu'on a souhaité aujourd'hui réunir une sélection de ces interlocuteurs vraiment passionnants. Et puis de vous proposer cette table ronde. Donc aujourd'hui, le panel d'experts que vous allez retrouver, que je vais vous présenter, sont des experts du mouvement humain et ils explorent au quotidien les apports et la complémentarité du mouvement, de l'intelligence artificielle et des technologies mécatroniques. Donc tout d'abord, Alina Gluskova. Donc Alina, vous êtes chercheuse au Centre de robotique de l'École des mines de Paris. Vos travaux de recherche portent sur l'interaction homme-machine et plus précisément sur le développement de systèmes et d'algorithmes qui améliorent la perception de la machine et la rendent capable d'évaluer le mouvement humain. Vos travaux ont été appliqués dans l'analyse et la correction de l'ergonomie du geste professionnel ainsi que dans l'apprentissage du geste expert. Et nous avons la chance de collaborer sur le master que vous co-dirigez qui s'appelle AI Move, dédié donc à l'intelligence artificielle et au mouvement pour les industries et la création. Ce master existe depuis 2018. Guillaume Baniel, donc vous êtes ingénieur UTC, vous avez débuté votre carrière chez Thales avant de fonder Revival Bionics en 2021, qui a pour vision de compenser pleinement le handicap des personnes amputées ou paralysées du membre inférieur grâce au développement de technologies de pointe en biomécatronique. Le premier produit de Revival Bionics que l'on voit en avant-première ici au SIDO est une prothèse de pied bionique destinée à remplacer le membre absent d'une personne amputée sous le genou. Revival Bionics vient d'être grand lauréat du prix iLab 2022. Toutes nos félicitations. Voilà, vous allez pouvoir nous en dire un peu plus. Et enfin, last but not least, Nathanaël Jarassé, donc chargé de recherche CNRS à l'ISIR, Institut des systèmes intelligents et de robotique de la Sorbonne Université. Vous êtes spécialiste de l'interaction physique homme-robot, de la robotique de rééducation et d'assistance. Vos recherches portent sur le développement de technologies au service du handicap, le contrôle moteur humain, mais également l'appropriation de dispositifs techniques et des relations entre technologie et société. Vous avez reçu en 2021 la médaille de bronze du CNRS pour vos travaux sur les prothèses et les exosquelettes, notamment pour l'interdisciplinarité. Félicitations. Et avec votre équipe Smart Arm, je montre Christophe Huchette, le pilote de cette équipe. Vous avez notamment participé au Cibathlon 2020 et remporté dernièrement le Cibathlon Challenge dans la catégorie prothèse de bras motorisée. Félicitations. Alors, pour démarrer, je vais d'abord m'adresser à vous, Alina, sur la composante essentielle de vos activités qui concerne l'étude du mouvement humain. D'après vos travaux à l'École des mines de Paris, pourriez-vous nous en dire un peu plus sur cette étude, la précision voilà, des informations qui sont requises pour développer des algorithmes qui soient pertinents et qui soient performants, et surtout pour quels usages ? Oui, merci Madeleine. Donc,
Pour développer des algorithmes pertinents et performants, il faut d'abord partir de la donnée. Et le point de départ de nos travaux à l'École des Mines, c'est les données du mouvement humain, de la posture, des gestes, des actions exécutées dans différents environnements. Notre objectif, c'est de créer des algorithmes qui améliorent la perception de la machine pour aller vers une collaboration homme-machine plus naturelle, pour aller vers des situations où la machine, le robot, sera en mesure de détecter les actions humaines, d'interpréter le mouvement de manière naturelle pour prendre des décisions. Et à travers les années de recherche, nous avons développé une méthodologie qui consiste tout d'abord à capturer le signal du mouvement, à le traiter, à le filtrer, à l'analyser, à le modéliser pour apprendre aux algorithmes à reconnaître les patterns de performance motrice dans l'objectif de collaborer, dans l'objectif d'aller vers une collaboration plus fluide et plus naturelle. Donc si je comprends bien, vos recherches sont aussi orientées pour préserver l'humain et par exemple les troubles musculo-squelettiques et peut-être que vous pourriez nous donner des exemples de projets que vous avez menés et peut-être donner aussi des exemples d'industries dans lesquelles ça a été appliqué. Tout à fait. Donc cette méthodologie, on l'a appliquée dans le monde industriel. Donc par exemple, nous avons collaboré avec les experts ergonomes dans le cadre d'un projet financé par la Commission européenne de recherche. Là, nous avons travaillé avec l'industrie manufacturière de fabrication des produits électroménagers, mais aussi avec l'industrie automobile. Et l'objectif était de créer un système qui permettrait aux ergonomes de détecter de manière automatique les facteurs qui impactent la santé des opérateurs en ligne de production dans l'objectif de réduire les troubles musculo-squelettiques. Il y a aussi un deuxième domaine d'application qui peut paraître très surprenant de premier abord, c'est celui de l'artisanat. Donc c'est dans le monde culturel. C'est d'ailleurs dans ce domaine-là que nous avons commencé nos travaux. Moi-même, j'ai appliqué ma thèse de doctorat à la poterie sur tour. Et nous avons capturé les données des potiers experts. Nous avons mathématisé certains aspects biomécaniques. Nous les avons modélisés dans l'objectif de créer un système qui serait en mesure de comparer en temps réel des aspects kinématiques d'un apprenant dans le cadre de formation avec celle de l'expert. Et lorsque l'apprenant déviait dans son geste au-delà d'un seuil toléré, on activait ce qu'on appelle le retour sensorimoteur. C'est le retour qui va éveiller les sens de l'utilisateur en utilisant la modalité visuelle ou sonore. En tout cas, moi, je n'ai pas travaillé jusque-là avec le haptique, mais on aura l'occasion d'en parler, pour l'accompagner dans la formation et l'apprentissage du geste expert. D'accord, merci. Il y a un autre pan de l'étude du mouvement humain qui se focalise sur la réparation de l'humain. Alors, on dit parfois l'humain augmenté. Nathanaël, vos travaux à l'ISIR portent sur le mouvement humain et le développement de technologies au service du handicap. Lors de notre préparation, vous évoquiez l'importance de décoder l'intention motrice. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus ? Oui, tout à fait. Notre recherche, elle se base sur le constat suivant, qui est qu'en 2022, la mécatronique, le hardware est très développé. On va trouver des exosquelettes assez performants, avec des rapports poids-puissance intéressants. Il y a de la puissance de calcul embarquée qui est vraiment impressionnante, des meilleures batteries. Donc le hardware est avancé. On a des structures biomimétiques qui reproduisent beaucoup des mobilités du membre humain. Par contre, la possibilité de contrôler ces dispositifs, de ressentir au travers, reste toujours aussi limitée. Par exemple, pour les prothèses, on a des bras prothétiques avec 8 degrés de liberté très sophistiqués, le poids d'un bras humain. Par contre, les approches de contrôle sont des approches de mini-électriques, de décodage de signaux de contraction musculaire un peu de type code Morse, qui datent des années 60. Donc le matériel existe, mais les gens n'ont pas la capacité d'interagir avec, d'en jouir, d'en profiter, de percevoir l'environnement avec. Il y a très peu de prothèses qui offrent du retour sensoriel. Donc la vue est toujours présente, mais il est très difficile de voir la force, de voir la température, de voir ce genre de choses-là. Donc ça demande un effort cognitif d'utilisation et d'interaction avec l'environnement qui est pesant. On aimerait que ça soit intégré à notre corps et qu'on interagisse avec l'environnement sans y penser. Donc notre
un des challenges vraiment du domaine, c'est de trouver une façon de décoder l'intention motrice des gens sans avoir à leur générer une double tâche, leur créer une charge cognitive, sans avoir forcément non plus à les implanter. Il y a beaucoup de recherches sur les approches invasives avec des interfaces cerveau-machine, etc. Nous, notre approche, elle est plutôt de regarder comment fonctionne le contrôle moteur et est-ce qu'on n'a pas des petits éléments chez quelqu'un qui est paralysé mais à qui il reste des mobilités résiduelles, chez quelqu'un qui a un membre fantôme, des phénomènes de réorganisation périphérique, corticale, des phénomènes de coordination interarticulaire, tout ça qui nous permettrait de déduire ce que voudrait faire la personne et de faire que le robot assiste ce geste-là, suive de façon la plus naturelle, transparente possible. Ok, merci. Merci. Guillaume, du coup, quelque part, la même question. Voilà, votre prothèse de pied est aujourd'hui présentée. Quels sont les éléments essentiels qui ont contribué quelque part à ce développement réussi et rapide? Parce que quelque part, vous avez créé votre société il y a à peu près 1 an. Est-ce que c'est peut-être des études biomécaniques? Comment est-ce que vous avez procédé? Oui, pour faire le lien avec Alina et Nathanaël ici présents, la grande disponibilité de la recherche aujourd'hui, largement publiée à travers le monde, a été d'une grande utilité, puisque concrètement, quand j'ai commencé dans le domaine, j'ai pu réaliser un état de l'art très complet, aussi bien au niveau national qu'international. Et donc j'ai pu très vite comprendre ce qu'était une prothèse bionique aujourd'hui et ce qu'elle pourrait être demain. Donc merci, j'en profite à tous ces chercheurs qui publient, parce que derrière, on a des startups, deep tech comme nous, qui avons pour mission de convertir quelque part tous ces travaux en une proposition bien concrète pour le marché. Et aussi, ces publications et la qualité de cette recherche, elle nous permet à nous de figer une proposition, puisque finalement la recherche c'est comme un immense puzzle dans lequel il y a des manques, dans lequel il y a des choses qui sont particulièrement et précisément décrites. Et nous, notre travail, c'est d'assembler ce puzzle et de produire un produit qui finira à la jambe du patient. Donc, voilà, du coup, je fais le lien avec les tests. Chacun d'entre vous est amené à effectuer des tests qui sont primordiaux pour valider peut-être des concepts scientifiques avec ses utilisateurs finaux. Est-ce que vous diriez que ces live tests bouleversent un tout petit peu vos scénarios scientifiques, mais qui demeurent malgré tout essentiels? Comment est-ce que vous abordez ces retours dans vos travaux de recherche et dans votre développement d'entreprise? Et surtout, quels sont les retours aussi de ces testeurs de technologie? On a Christophe Huchette qui est dans la salle, il y a d'autres personnes peut-être ici aussi. Voilà, comment est-ce que vous abordez tout cela dans vos recherches? Nous, la grande leçon qu'on a tirée des premières expositions, du démonstrateur, des conversations qu'on a pu avoir avec les orthoprothésistes, mais aussi avec les patients, c'est que le rationalisme n'a pas sa place dans la quête du besoin patient, qu'il soit exprimé ou qu'il soit même latent. Parce que souvent, concrètement, c'est sur les besoins latents que tout se passe. Quand on est ingénieur, on hérite d'un rationalisme, d'un déterminisme qui est très utile quand il s'agit de prédire la défaillance a priori, ou en l'occurrence la tenue d'une pièce, de la future prothèse. Donc on passe notre vie à anticiper un futur, alors que finalement c'est bien l'empirisme qui a sa place auprès des patients. Et la grande surprise, c'est qu'en fait les patients ont des attentes qui s'écartent, en partie en tout cas, de la biomécanique humaine valide. Et ils vous le disent en fait assez simplement, je n'ai plus de pied, je ne m'attends pas à récupérer le pied que j'avais, par contre je cherche à avoir un produit que j'apprécie, qui est confortable, qui est doux. Et on a même introduit la notion d'onctuosité du mouvement, parce que finalement, c'est ce que les patients recherchent. Ils recherchent du confort, et ce qui est assez précis au final, c'est ce qu'ils demandent, c'est de l'aide. C'est d'abord de l'aide. Et nous, notre métier, c'est de traduire cette quête d'un confort et d'une aide en des spécifications très techniques qui, là, pour le coup, vont revenir dans la biomécanique, dans la biomécatronique, pour spécifier le produit et leur apporter l'aide tant attendue. Alors nous avons 3 types d'utilisateurs principaux. Dans l'environnement industriel, ce sont les experts ergonomes qui vont, grâce au travail qu'on fait, désormais combiner les méthodes d'analyse ergonomique existantes qui sont basées sur observation, sur une analyse qualitative, sur une analyse à base de ce qu'on peut remarquer à l'œil nu, avec des méthodes
et une analyse quantitative qu'on peut leur apporter à travers la modélisation du signal qu'on récupère avec la mocap et avec le machine learning. Et cette connaissance, elle est très appréciée par les ergonomes parce qu'elle apporte de la lumière sur des aspects jusque-là obscurs, les aspects biomécaniques non visibles à l'œil nu, et parce que ça permet de mieux comprendre au final quelles postures, quelles actions ont un impact néfaste sur le bien-être de l'opérateur. Chez les artisans, les réactions sont partagées. Nous avons plus de réticence, plus d'hésitation, parce que la moyenne d'âge est plus élevée. Ce sont des maîtres artisans qui ont peur à ce que les technologies viennent leur enlever le savoir-faire moteur unique qu'ils ont acquis pendant des années d'expérience. Donc c'est là où on fait un vrai travail de pédagogie et d'accompagnement. On explique qu'en tant que chercheur, notre travail n'est en aucun cas le remplacement ni l'automatisation de ce savoir-faire, mais une meilleure préservation et une meilleure transmission aux futures générations. Et puis nous avons les apprenants, les apprentis, qui sont beaucoup plus enthousiastes à l'idée d'utiliser ces outils innovants. Ils sont très intrigués et nous avons mené une étude qui démontre que la motivation et l'efficacité de la performance motrice des apprenants dans le domaine de l'artisanat est améliorée entre 20 et 25%, ce qui est un pourcentage avec beaucoup de potentiel à explorer. Nathanaël ? Oui, juste un élément. Nous, un des soucis majeurs de la recherche en robotique d'assistance, c'est la déconnexion qui existe entre la recherche fondamentale et les utilisateurs finaux. Parce que nous sommes des producteurs essentiellement de connaissances, et ensuite on espère que ce qu'on va publier ou breveter va être transféré à des industriels qui vont faire une passe de réalisme de production, et il va y avoir érosion petit à petit finalement entre le besoin de départ de la personne et le produit commercial qui va être développé. Il va y avoir un décalage. Mais ce décalage, il peut déjà exister au niveau simplement de la recherche. Arriver à comprendre le besoin des personnes en situation de handicap, c'est extrêmement compliqué. Il n'y a pas plus experts qu'eux-mêmes de leur corps, de leur mobilité, de leurs besoins. Donc les deux choses que nous, on a pu apprendre ces dernières années, c'est déjà la grande multiplicité des profils, et donc le très difficile travail de personnalisation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une prothèse comme un autre, il n'y a pas un moignon comme un autre, il n'y a pas un handicap comme un autre. Donc il y a un besoin pour les technologies numériques à venir de permettre du réglage, de l'optimisation, de la personnalisation, ne serait-ce que pour fonctionnellement, mais aussi d'un point de vue d'expression personnelle. Et l'autre chose, c'est que toutes les opérations qui permettent à la recherche de reprendre contact avec le réel, avec les utilisateurs, sont bonnes à prendre. Cette compétition du Cibathlon à laquelle nous participons avec Christophe, elle nous a permis en fait de faire un travail de co-conception pendant maintenant, ça fait plus de 3 ans, où on s'est vu régulièrement et on a une sorte de garde-fou technologique, surtout dans le domaine de la bionique, où on aurait envie des fois de répondre plutôt aux fantasmes de la science-fiction plutôt qu'aux besoins vraiment réels des gens, d'avoir en fait des rappels, des liens constants avec les utilisateurs, c'est très important. Et c'est vrai que la recherche, et notamment par exemple en France, la recherche éthique, la recherche impliquant la personne humaine, elle tend des fois, en voulant protéger le patient, à l'écarter des cycles de développement et d'innovation. Et c'est un vrai problème de se retrouver au bout de 5 ans de recherche avec quelque chose qui ne convient pas. Donc il faut multiplier les passerelles avec les utilisateurs tout le long du processus d'innovation. D'accord, donc du coup, globalement, pour synthétiser un peu, pour être exhaustif dans une étude du mouvement humain, il faut développer peut-être à la fois l'étude du mouvement, la physiologie, la psychologie, peut-être, on en a un petit peu moins parlé, la physiologie, l'esthétique, mais aussi les enjeux sociétaux, le regard des autres, etc. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Est-ce que ce sont peut-être sur certains points des freins, sur d'autres des accélérateurs ? Comme vous le disiez tout à l'heure, effectivement, des compétitions comme le Cibathlon permettent de donner de la visibilité et du réalisme, un petit peu moins de fantasmes. Mais est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces sujets-là ? Oui, pour rebondir sans monopoliser la parole, clairement, en fait, la question de la réparation que proposent les aides techniques est une question complexe et multifacette. Réparer un corps amputé, handicapé, invalidé, ce n'est pas qu'une question de réparation fonctionnelle. Il y a une part de réparation individuelle, esthétique, psychologique.
une part de réparation en fait sociale aussi, dans le sens où finalement de pouvoir revenir avec une prothèse dans une certaine norme esthétique ou norme corporelle, ça peut favoriser un retour à la vie active et à la vie sociale. Et donc finalement, si on se concentre sur le côté simplement fonctionnel de il faut pouvoir appliquer telle force, faire tel mouvement ou faire telle tâche de la vie quotidienne, on va passer à côté finalement de la majeure partie du vécu de la personne. Donc même en tant que développeur de technologies fonctionnelles, d'être conscient de l'impact de finalement l'image du corps réparé, c'est important. C'est important. Nous, on observe une transition chez les patients amputés jeunes, qui est que la prothèse, qui était un objet pour cacher le corps invalide, qui cherchait à reproduire au maximum avec des gants couleur chair. Le but était de ne pas attirer le regard, de se fondre dans la masse, de revenir vers une normalité, si tant est-il qu'elle existe. On va vers des prothèses maintenant ostentatoires, visibles, qui abordent des codes du cyberpunk, de la science-fiction, et qui ont ce rôle de facilitateur de réinsertion sociale, parce que vous avez des stigmates, et au lieu, c'est quand même plus sympathique de se faire passer les stigmates du handicap pour des stigmates du cyborg ou de l'homme augmenté, et donc des gens vont jouer sur ça. Donc nous-mêmes, ça résonne tout à fait avec ce que disait Guillaume Bagnel tout à l'heure, les gens n'ont peut-être des fois plus envie de répondre à la reproduction de la pièce, de l'élément perdu, mais d'explorer de nouvelles choses. Ça devient une part de créativité, de personnalisation, d'affirmation de soi. Pour rebondir sur ce que tu disais, Nathanaël, finalement, en fait, la plupart des patients ont accepté leur handicap. Et c'est à nous, industriels, chercheurs, de l'accepter aussi. Et c'est comme ça qu'on va arriver finalement à écouter ce dont ils ont vraiment envie et ce dont ils ont vraiment besoin. Pour revenir sur la question du référentiel multifactoriel, effectivement, il est nécessaire et c'est en cours de construction. Il y a énormément aujourd'hui d'initiatives qui commencent à exister. Je pense à Eurobench, par exemple, qui propose un schéma qui permet de classifier la réponse des prothèses dans différentes situations. Et plus largement, j'y vois un très bon signe parce qu'à chaque fois qu'un segment industriel se dote de référentiels, ça veut dire qu'il y a des acteurs qui sont en attente de ce référentiel, ça veut dire qu'il y a des gens qui se réunissent autour de ces problématiques. Et pour ce qui est du bionique, aujourd'hui, on n'a qu'un seul concurrent commercialisé, c'est un produit issu du MIT. On est en fait au début du marché des prothèses bioniques. Là où on n'est pas au début de la techno, on n'est qu'au début du marché. Donc moi, je pense qu'effectivement, les référentiels sont importants. Ils sont d'autant plus importants qu'on va pouvoir quelque part s'amuser à mettre les initiatives disponibles commercialement aujourd'hui pour les patients en face de ces référentiels, de voir les écarts. Et quelque part, c'est de la critique de ces écarts qu'on va pouvoir créer des nouveaux produits qui, à la différence, par exemple, dans notre cas des produits passifs, puisqu'on fait un produit actif, vont apporter un bénéfice supplémentaire, puisque la dépense métabolique pourra être assistée grâce à une dépense énergétique électrique. Et moi, je voudrais compléter en disant que le mouvement humain il est extrêmement riche. Et sa qualité, elle dépend des facteurs intrinsèques liés aux caractéristiques physiques du sujet, mais aussi par des facteurs extrinsèques liés à l'environnement, à la culture, aux habitudes, aux stéréotypes esthétiques, aux règles, protocoles appliqués en usine, concrètement. Et donc, il faut adopter une approche pluridisciplinaire pour étudier le mouvement humain, et il faut inclure dans l'échange l'utilisateur dès la conception des systèmes interactifs, qu'ils soient appliqués à la robotique ou à la création des outils de formation, parce que c'est ce qui va permettre, entre autres, de lever certaines barrières psychologiques et d'améliorer l'acceptabilité des technologies. Parce que les problèmes d'acceptabilité, il ne faut pas les sous-estimer. Et c'est ce qu'on voit beaucoup lorsqu'on voit à l'usine, dans la cellule expérimentale, et qu'on demande à l'opérateur de tester les technos. On voit qu'au début, il y a cette hésitation, cette barrière. Et nous, on peut contribuer à la lever. Merci. Alors, j'aborde maintenant un thème sur la bionique, la biomécatronique. Guillaume, Nathanaël, vous avez, durant le développement de vos concepts physiques, bionique, biomécatronique, quelles ont été les évolutions technologiques qui ont permis peut-être de miniaturiser, de réduire le poids, etc. Je vois par exemple sur la partie motorisation, Maxane a fait beaucoup de travaux, notamment avec la NASA, sur la réduction du poids et l'efficience en fait des produits, puisque chaque gramme compte et que on n'a pas de SAV sur Mars, pas encore. Mais voilà, c'était une petite boutade. Mais est-ce que la connaissance approfondie de l'humain, comme on l'a dit, l'utilisation accrue de l'intelligence artificielle, les solutions hardware, comme on vient de le dire, les moteurs, l'électronique, les capteurs,
mais aussi peut-être une manière différente d'aborder les travaux de recherche, ont permis justement l'avènement de ces produits où on est au début du marché. Voilà, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Je prends la main du coup. Il est évident que la large disponibilité de produits qui ont des densités de puissance très intéressantes aujourd'hui a joué un rôle. Pour exemple, le premier moteur Maxon que j'ai acheté, je l'ai simplement acheté sur la boutique eShop. Et effectivement, il est un héritage de tous les travaux qui ont été entamés dans la dernière décennie, même dans les 20 dernières années, pour aboutir à des robots qui sont aujourd'hui, en ce moment même, sur Mars. Concrètement, nous, ça nous a permis de très tôt avoir un moteur très coupleux, puissant, avec un encombrement relativement modeste, ce qu'on a pu intégrer dans la prothèse dès l'étape du prototype fonctionnel. Mais c'est vrai du moteur qui est aussi sur Mars. On a une autre technologie embarquée, alors on n'a pas fait exprès, mais qui est aussi sur Mars en ce moment même. On a d'autres technologies qui sont dans des robots assez particuliers chirurgicaux et qui, pour la plupart, étaient des produits disponibles sur étagère. C'est-à-dire des produits avec des densités de puissance énormes, approvisionnables en un clic sur Internet. Et ça, c'est clair que ça a permis à une start-up qui a démarré alors en 2021 pour la start-up et en 2019 pour la première fois pour moi, d'arriver en 3 ans à faire un démonstrateur fonctionnel, puis un prototype d'aspect. Là où les temps, si je regarde quelque part la concurrence, les universitaires concurrents ou même les start-up concurrentes, étaient plutôt il y a encore 15 ans sur une décennie. Et donc je dirais que donc merci quelque part d'avoir compris que le marché attendait des produits largement disponibles. Je fais le lien aussi avec l'électronique actuelle, c'est qu'on a aussi des modules préexistants qui nous permettent, je pense aux capteurs qu'on a tous dans nos smartphones, qui nous permettent de très vite commencer à analyser du mouvement, créer des algorithmes et s'exposer à des contraintes qu'on aurait normalement dans le passé eu à affronter que 4-5 ans plus tard, une fois le hardware disponible. Nathanaël ? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Guillaume. D'un point de vue capteur, on a une grande évolution aussi de solutions à bas coût qui sont arrivées sur le marché, de capteurs de mouvement, de centrales inertielles, de choses comme ça qui nous ont permis d'intégrer de nouvelles capacités aux dispositifs d'assistance. Et je pense que en voyant la prothèse devant moi, je me dis qu'il faut dire un petit mot sur l'impression 3D et le prototypage rapide, qui malgré tout est un facteur d'accélération, non pas forcément des produits finaux, mais des étapes intermédiaires, même pour nous chercheurs, qui sommes spécialisés du POC, du Proof of Concept et du premier prototype. On va beaucoup plus vite. Et dans la bionique, où on a souvent des pièces avec des formes complexes qui doivent s'adapter au corps, etc., même s'il y a des pièces fondamentales comme l'imboîture qui sont toujours moulées, on va dire, à la main, pour tout un tas de coques, de pièces d'adaptation à l'environnement, l'impression 3D a été assez révolutionnaire. Elle a accéléré le temps de réalisation des premiers prototypes, des évaluations préliminaires, donc ça c'est important. Et le dernier point, qui est un élément fondamental, c'est les approches d'intelligence artificielle et principalement de machine learning, dans lesquelles finalement on a des outils maintenant qui nous permettent, à partir de captation de signaux, de construire des algorithmes de reconnaissance de ces signaux et de décodage des intentions motrices qui sont assez fascinants. Et on assiste à, pendant une trentaine d'années dans les prothèses, on apprenait aux gens à faire des contractions musculaires comme des robots. On leur apprenait à faire une sorte de code Morse avec des contractions. C'est-à-dire que l'humain devait apprendre le langage de la machine. Et grâce aux approches de machine learning, maintenant, on a des algos de pattern recognition à qui on va montrer, voilà les contractions que la personne peut faire naturellement, facilement. Et c'est elle qui va apprendre, s'adapter à l'humain plutôt que l'inverse. Donc ces approches-là, pour traiter des gros volumes de données, pour traiter des signaux physiologiques qui ne sont pas faciles à décoder, des signaux cérébraux, musculaires, etc., il y a des perspectives assez incroyables à venir grâce à ces évolutions-là. Elles restent complexes à mettre en œuvre, donc ça marche bien dans les laboratoires. Ce n'est pas encore demain que la robustesse sera suffisante pour des applications courantes, mais en tout cas, il y a un vrai boom de l'IA et on est aussi d'eau, je pense qu'on ne peut pas le nier. Et il y a un autre sujet aussi qui est le retour haptique, qui est du coup une des composantes essentielles. Je pense que pour qu'un produit puisse être adopté et facilement quelque part porté au quotidien, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur comment est-ce que les technologies aussi ont pu évoluer dernièrement pour justement pouvoir faire ce retour, ce sensorimoteur.
un mot pour démarrer. Effectivement, en fait, nous sommes des êtres sensorimoteurs. On agit parce qu'on perçoit, et on perçoit parce qu'on agit. On explore avec nos sens. On est rarement juste un simple récepteur passif. Et donc, finalement, si on veut restaurer des capacités même motrices, arriver à rendre quelqu'un capable de rattraper un objet, si vous ne lui donnez pas de retour sensoriel, il va pouvoir s'asservir dessus. Et donc, notre prothèse qui équipe actuellement Christophe ne lui permet pas, dans cette version actuelle, d'avoir une sensation de la force, par exemple, qu'il met dans les doigts. Et donc, il va devoir utiliser la vision, une substitution sensorielle, c'est-à-dire détourner la vision et la déformation des objets qu'il saisit pour imaginer le niveau de force qu'il met. C'est faisable, mais c'est une expertise et c'est un coût cognitif supplémentaire. Donc, si on veut pouvoir marcher dans la rue avec une prothèse, il faut pouvoir agir dessus. Il faut aussi pouvoir percevoir peut-être le sol sous nous, parce qu'on va avoir tout un tas d'éléments pour se rassurer, pour se stabiliser, pour gérer l'équilibre. Si on veut moduler la force et ne pas casser l'objet, on va avoir besoin d'un retour vibrotactile ou haptique. Et donc, c'est quelque chose actuellement, il y a une scission un peu entre, dans la recherche en tout cas, les gens qui travaillent sur le contrôle et les gens qui travaillent sur le retour sensoriel, mais l'un et l'autre se rendent compte en fait de la nécessité de coupler les deux, et donc on y vient enfin à ce retour-là. Oui, pour compléter rapidement, c'est vrai que nous, dans notre cas, le patient interagira avec la prothèse à travers son emboîture, donc concrètement une coque moulée sur mesure à son moignon en carbone, à travers aussi un liner en silicone, ce qui n'empêche pas d'avoir du retour. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on a introduit la notion d'onctuosité, parce que c'est finalement ce que les patients nous demandent. Et pour revenir sur ce que tu disais, parce qu'effectivement, on pourrait s'amuser à mettre un capteur de pression en dessous et à déclencher, par exemple, une vibration progressive en fonction de l'appui qu'a le patient sur sa prothèse. Ce serait une des solutions. Nous, ce dont on s'est rendu compte, c'est que finalement, le produit a déjà des caractéristiques. Il a une raideur équivalente, hein, comme nos chevilles l'ont aussi. Et on va pouvoir, du coup, donner des informations aux patients, peut-être même des alertes en fonction de ce qu'il est en train de faire vis-à-vis du sol. On n'a pas tous le même ressenti quand on marche dans le sable, on n'a pas tous le même ressenti quand on marche sur du carrelage. Le carrelage est peut-être mouillé, c'est des choses qu'on détecte effectivement. On a vu l'eau au sol, du coup on anticipe que ça peut glisser. Si on ne la voit pas, on pourrait avoir des problèmes. Et donc l'idée, c'est vraiment d'apporter du feedback, c'est comme ça qu'on l'appelle, au patient à travers la raideur apparente du dispositif sur son moignon, qui est aujourd'hui une zone très sensible justement. Du coup, si on devait se projeter dans un futur plus ou moins lointain, comment est-ce que vous voyez ces évolutions? Surtout, est-ce que vous avez des échéances, des timings? On parle parfois, donc je te disais tout à l'heure, de l'homme augmenté, l'homme bionique, mais voilà, quelles sont les évolutions technologiques, les briques technologiques qui pourraient être encore manquantes? Et surtout, pour quelle finalité? Parce que là, on parle effectivement de réparer l'homme, on parle de, quelque part, préserver l'humain, transmettre. Voilà, quelles sont vos réflexions là-dessus? Moi, je pense que l'homme est une créature unique, mais il est loin d'être parfait. Et il le sait d'ailleurs parce que depuis le début de l'humanité, il s'est auto-augmenté en utilisant des outils externes à son corps, en prenant un bâton dans la main pour aller chasser ou pour casser la noisette cueillie. Parce qu'il était conscient du fait qu'il lui manquait un bras suffisamment dur pour le faire avec son corps. Et 5000 ans plus tard, on reste toujours dans le même objectif, créer des outils externes à la nature de l'homme pour lui faciliter la vie. Mais je pense qu'il ne faut pas tomber dans le piège et le fantasme transhumaniste dont on a déjà parlé aujourd'hui. Moi, je pense que dans un futur plus ou moins lointain, l'homme, il aura les mêmes caractéristiques psychophysiologiques qu'aujourd'hui, mais il aura à sa disposition beaucoup plus d'outils tangibles et intangibles, hein, des exosquelettes, des robots, des outils qui feront appel à la réalité virtuelle, mixte, augmentée, etc., qui lui permettront de se libérer des tâches pénibles, répétitives, qui lui permettront de mettre en valeur ses capacités intellectuelles, ses capacités motrices aussi, hein, sa dextérité, sa technicité, et cela va permettre à l'humain de développer encore plus son potentiel intellectuel. Oui, alors, moi, je suis assez mauvais futurologue, mais je pense qu'une évolution qu'on est en train de prendre, effectivement, elle va dans le sens de ce que dit Alina, sur le fait qu'on va avoir des outils de plus en plus proches du corps, disponibles, et une évolution que je vois venir, c'est celle de ce qu'on appelle wearable robotics.
Jusqu'ici, les robots, ça a été des choses rigides, en usine, qui se déplacent, et il ne faut surtout pas être sur le chemin, sinon on va se faire décapiter. Et c'était pareil pour les exosquelettes, c'était des armures un peu moyenâgeuses. Et en fait, on va de plus en plus vers de la compliance, vers du dispositif revêtu, du vêtement intelligent. Et il y a tout un tas de choses qui se développent, donc des dispositifs qui vont être plus simples, plus confortables, plus en accord avec la physiologie humaine, de la robotique souple, des articulations compliantes, c'est-à-dire que pouvoir se cogner avec une prothèse, ça peut paraître anodin, mais c'est généralement douloureux parce qu'on a des structures qui sont que rigides, qui vont transmettre les vibrations, on n'a pas de tissus mous qui vont amortir, donc copier le vivant dans sa souplesse, dans sa variation de raideur, sa légèreté, je pense que ça amènera vers plus d'incorporation et plus de dispositifs, que ce soit pour le handicap ou pour l'opérateur, d'assistance, qui seront comme peut-être des secondes peaux. Oui, concernant le futur, on reste assez humble chez Real Bionic. Je vais rejoindre Alina et Nathanaël. Nous, ce qu'on constate, c'est qu'on commence quand même à faire saturer certaines technologies. On arrive sur un plafond technologique de ce que peut faire la biomécatronique, qui est concrètement issue des lois de l'électromagnétisme, des lois de la mécanique. Là où, il faut le rappeler, notre cheville est un tissu biologique qui est issu de 4 millions d'années d'évolution. Donc je pense qu'il y a quelque chose à aller chercher forcément du côté de la reconstruction biologique et aussi de l'interaction fine qui pourrait y avoir. Alors je suis entièrement d'accord avec Nathanaël, la question du geste invasif est un vrai sujet. Pour autant on le voit, on essaie de miniaturiser les interventions, de faire des gestes très fins pour venir aller chercher de l'info au bon endroit, du renforcement éventuellement de la structure osseuse quand c'est nécessaire aux bons endroits. Donc je dirais que je vois un futur qui va commencer à marier des technologies mécatroniques avec des technologies biologiques et des implants mini-invasifs qui vont pouvoir alimenter par exemple les équipes de Nathanaël en signaux de plus en plus qualitatifs pour que derrière des entreprises comme Real Bionics puissent donner des dispositifs de plus en plus performants et de mieux en mieux contrôlés. Merci. Alors, on arrive bientôt à la fin de la table ronde. J'ai une petite question sur la suite de vos projets. Avant qu'on donne la parole au public, si vous avez quelques questions, voilà, est-ce que vous avez un message que vous souhaiteriez faire passer au marché, au grand public, aux investisseurs, aux utilisateurs, aux industriels qui écoutent cette conférence? Je vous laisse chacun dire quelques mots. Alors donc nous, de notre côté, on va continuer à travailler sur la création des algorithmes plus performants pour détecter de manière automatique les actions humaines en faisant appel au deep learning. C'est pas très surprenant. Et donc si j'ai un message à faire passer, je dirais qu'il ne faut pas avoir peur des algorithmes. Ils sont ni bons ni mauvais. Leur nature dépend de l'usage qu'on en fait. Et pour en faire bon usage, il nous faut plus de partenaires, collaborateurs, ingénieurs qui soient formés à l'IA via une approche pluridisciplinaire. Et c'est pour ça qu'à l'École des Mines, nous avons créé le master spécialisé AI Move, que tu as mentionné au début de cet échange, pour permettre aux étudiants de se rendre compte, de réaliser le potentiel du signal qu'il y a derrière le mouvement humain, tout ce qu'on peut faire avec, toute la collaboration homme-machine qu'on peut mettre en place dans l'objectif qu'elle soit naturelle. Et dans cette formation, on utilise d'ailleurs les équipements des robots équipés par des moteurs Maxon, ce qui nous permet de travailler sur des études de cas très larges, allant du médical jusqu'à la robotique créative, où on apprendra aux robots à dessiner, à faire de la peinture, et pourquoi pas la bionique. Nathanaël? Nous continuons nos recherches. On a un objectif assez net avec Christophe qui est de participer au Cibathlon 2024, qui est ce pendant des Jeux paralympiques pour des personnes équipées de technologies actives. Donc ça va un peu guider certains développements. Et après, notre objectif, c'est de généraliser nos travaux sur le décodage d'intention motrice pour essayer de montrer en fait que des lois de commande qui servent à contrôler des prothèses en accord avec les mouvements du corps peuvent aussi être utiles pour piloter un bras robotique sur un fauteuil roulant ou piloter un cobo en industrie. Donc je reviens tout à fait sur ce que dit Alina. Je pense que les industriels devraient aussi s'intéresser aux technologies de réparation du corps, non pas forcément pour le marché et ces objets-là, mais dans le sens où finalement
cette question du couplage au corps, du mouvement, de la prise en compte du mouvement, de l'ergonomie, elles sont fondamentales dans beaucoup d'applications, notamment celui de la santé au travail, qui sont des marchés et des dépenses énormes à venir. Et je pense qu'il y a un intérêt à regarder du côté de la recherche sur le handicap pour prendre inspiration de certaines innovations. Voilà. Je reprécise juste une chose, c'est le Cibathlon 2024 qui se tient donc quelques semaines avant les Jeux Olympiques de Paris. Voilà, à Zurich. À Zurich en 2024. Tout à fait. Guillaume ? Oui, écoutez, nous venons de terminer la phase de démonstration. On a un démonstrateur fonctionnel, un prototype d'aspect que vous voyez aujourd'hui. Comme tu l'as dit, on vient d'être élu le premier Grand Prix iLab de la région Hauts-de-France, donc on est très fiers. On est aujourd'hui en phase de levée de fonds. Donc j'en profite je suis démasqué en tant que start-upper, mais on est en phase de levée de fonds, donc on est à l'écoute des opportunités, bien sûr, qui pourraient venir. Et j'en profite pour remercier Maxon France et le CIDO de l'organisation de cette conférence. Avec plaisir. Alors, est-ce qu'il y aurait quelques questions dans le public, puisqu'il nous reste 5 petites minutes, sinon j'ai des questions. J'ai préparé 2-3 choses. Non ? Ah, si. Alors. Bonjour, Julien Gaufroy, Data Scientist chez Volvo. C'est pas hyper clair l'intérêt d'une prothèse bionique pour moi. Donc, est-ce que vous pourriez me donner un peu plus de détails à comparer à une prothèse, on va dire, passive ? J'aime le challenge, merci de la question. Une prothèse passive, comme son nom l'indique, n'a pas du tout pour objectif de compenser le handicap. Pour mieux illustrer ce que je dis, je vais prendre l'exemple des lunettes. Je vois que vous êtes porteur de lunettes. Quand vous êtes myope aujourd'hui, lorsque vous allez chez l'opticien ou chez l'ophtalmo, vous vous attendez à un niveau de compensation de 100%. Vous ouvrez la porte en vous disant « mince, je suis myope, mais demain, je verrai à nouveau à 100%. » Aujourd'hui, et je ne vous le souhaite pas, mais quand les patients sont amputés du membre inférieur, on va rester au niveau du tibia, elles ne peuvent pas passer la porte de leur orthoprothésiste en se disant la même chose. Concrètement, elles savent que les produits passifs qu'on va leur prescrire ne vont compenser qu'une partie de leur handicap, entraînant de leur part une compensation qui va être délétère pour leur santé. Avec un produit actif, l'idée, c'est de venir combler ce manque. On est modeste, on sait qu'on n'arrivera jamais à 100%, c'est-à-dire à revenir à coller précisément sur ce que la nature humaine a fait, enfin, sur ce que la nature a fait, mais on sait qu'on peut largement améliorer la situation. Donc, pour conclure, imaginez votre vie, imaginez la vie des personnes myopes, si aujourd'hui les lunettes ne vous permettaient que de voir un peu mieux, mais toujours flou, ce serait compliqué pour lire, ce serait compliqué pour conduire, ce serait compliqué pour aller au travail. Ça engendrait énormément de conséquences, ça l'a été pendant longtemps. Et d'ailleurs, les lunettes datent du Moyen-Âge, mais elles sont largement disponibles depuis finalement un siècle. Nous, ce qu'on veut, c'est que cette prothèse que vous voyez corresponde à ce que sont les lunettes pour les patients aujourd'hui. Voilà. Merci. Merci de la question. D'autres questions ? Oui, j'avais une réponse à apporter en tant qu'utilisateur de cette prothèse active. Si tu veux peut-être te lever, parce que Christophe Huchette est du coup le pilote de la prothèse, si tu veux. Vous m'entendez ? Qu'on te voit surtout. Je vais pas juste pour dire que l'intérêt que j'y vois par rapport à une prothèse, je dirais juste mécanique, esthétique même, c'est qu'elle me permet de réaliser des mouvements avec beaucoup de précision. Certes, elle ne remplacera jamais un membre perdu ou que pour ma part je n'ai jamais eu, mais en revanche, elle me procure presque une émotion par la qualité du mouvement qu'elle offre, l'élégance dans le mouvement qui se rapproche parfois extraordinairement du mouvement humain. Et ça, je trouve que c'est un atout formidable. Voilà, c'était un élément de réponse. Merci. D'autres questions ou remarques ? Bon. Alors, j'ai une dernière question du coup pour Alina. Et puis après, on va conclure. Alina, donc le master iMove est en plein recrutement. Quels sont les profils que vous recherchez ? Alors, il y a les profils qu'on recrute dans la moyenne statistique, ce sont les ingénieurs généralistes, électronique, mécatronique, mécanique, qui souhaitent se réorienter et acquérir une expertise en IA.
mais nous sommes aussi très ouverts à des profils atypiques qui ont une appétence pour la technologie, l'innovation, avec quelques bases en programmation. Et après, on est très ouverts. Ok. Merci. Merci beaucoup. Alors maintenant, il est temps de conclure. Je voulais déjà vous remercier pour cette table ronde passionnante et passionnée. On sent que voilà, on a la chance d'avoir des Français innovants. Donc je vous remercie Alina, Guillaume et Nathanaël, ainsi que vos équipes pour votre présence et ce temps d'échange. Chez Maxom, nous sommes heureux du coup d'accompagner, de découvrir aussi et de pouvoir mettre en lumière, mettre en mouvement ces projets technologiques qui révolutionnent nos quotidiens. Je vous propose de pouvoir continuer l'échange sur le stand Maxon E140, donc c'est vraiment juste à côté de cette table ronde. Et puis, je vous remercie de votre attention. Bonne soirée.